Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous RH emploi de Bismart. C'est tous les jours, du lundi au vendredi. Je suis très heureux de vous retrouver et vous allez bien sûr découvrir ou redécouvrir vos rubriques habituelles. Bien dans son job aujourd'hui, comment bien intégrer un collaborateur en période de télétravail. Oh que le sujet est d'actualité. On fera le point avec Flaubert Vuillier de la Manufacture RH. Il sera avec nous dans quelques instants. Smart Coaching, notre rubrique, comme son nom l'indique, un coach viendra nous présenter sa méthodologie. On parlera avec Nina Bataille dans quelques instants, qui est coach évidemment, sur l'incertitude, la notion d'incertitude. Évidemment, c'est un peu nos angoisses. On fera le point avec elle sur ce sujet. La pause café avec Fanny Griesmer. On part à l'international. Le management en Chine, aux États-Unis. On fera le point avec elle parce qu'il se passe beaucoup de choses dans ces pays. Et puis dans le cercle RH, notre débat en forme de grand entretien avec Alain Griset, le ministre en charge des PME. L'occasion à la fois de faire un bilan et puis de parler de cette rentrée avec passe sanitaire, PGE, la fin du quoi qu'il en coûte évidemment et l'inquiétude d'un certain nombre de secteurs, je pense au tourisme et à la culture qui sont en grande difficulté, notamment dans les grandes villes comme à Paris. On fera le point avec lui, avec le ministre des PME. Et puis fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission, tout savoir sur la manière de faire et de rédiger une lettre de motivation. C'est pas si simple. Le CV c'est compliqué, la lettre de motivation ce n'est pas simple non plus. Ce sera à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, bien dans son travail, j'ai envie de dire bien dans son télétravail. Aujourd'hui, on va en parler avec Flaubert Vuillier. Bonjour Flaubert. Bonjour Arnaud. Fondateur de la Manufacture RH. Alors vous êtes un cabinet spécialisé justement sur les postes RH. Et régulièrement, sans langue de bois d'ailleurs, vous venez sur notre plateau nous faire partager vos conseils. Alors l'intégration, c'était un sujet fondamental avant Covid et il est devenu encore plus important en période Covid. Pourquoi ? Alors c'était déjà en effet un sujet très important, l'intégration sur lequel DRH, cabinet de recrutement, passent du temps. Quelques chiffres, moi j'aime bien toujours parler avec des chiffres. 4% des collaborateurs qui sont recrutés et nouvellement intégrés quittent l'entreprise parce que la première journée... Premier jour, parce qu'elle a été, cette première journée, catastrophique. À un moment donné, ils se disent non mais on m'a vendu un truc, j'ai pas du tout vu ça concrètement sur le terrain. Je pars, je vais faire autre chose. 70% des collaborateurs qui sont nouvellement intégrés se posent la question dans les 6 premiers mois, ils se disent je reste ou je pars ? Je pars ou je reste ? On est sur une ligne. D'ailleurs, à nous, cabinet de recrutement, moi, des gens qui sont en période d'essai, j'hésite pas à aller les chasser parce que je sais... C'est des proies. Oui, je me dis peut-être que ça le fait pas tant que ça. Donc, voilà, on a ce vrai sujet. Donc, c'était déjà un sujet, l'intégration, avant le Covid, le confinement et le télétravail. Et le télétravail est venu complexifier encore un peu plus ce sujet de l'intégration. Alors justement, ce télétravail, il faut le prendre en compte dans l'intégration parce que ça a été une obligation dans le premier confinement. Tout le monde a dû se plier au télétravail. Et je me souviens d'avoir eu des invités dans cette période qui disaient nous, on a intégré 20 collaborateurs à distance. Oui, tout à fait. L'intégration se faisait totalement à distance. L'intégration n'était plus physique, mais les collaborateurs ne voyaient l'entreprise qu'à travers leur ordinateur. C'est terrible. C'est terrible et ça pose pas mal de questions. Moi, j'ai 2/3 des personnes que je recrute, qu'on recrute à la Manufacture RH, qui nous posent directement ou indirectement la question en disant « Ok, l'entreprise, elle est habituée à intégrer en télétravail ou pas du tout ?» Qu'est-ce qui va m'arriver ? On vous pose la question. On nous pose la question et c'est naturel, c'est normal. Moi, je prends souvent... Il y a quelques points qu'il faut bien avoir en tête. Quand on est intégré en télétravail, on met plus de temps à intégrer l'équipe. On n'a plus ces moments conviviaux que sont la pause déjeuner, la pause café, le petit-déj, l'apéro du soir, qui crée le ciment de l'équipe. Ça n'existe plus, ça. Donc, ça pose question. Il y a aussi d'autres éléments. Comment le collaborateur va appréhender un outil ou un process ? Il se dit, mais je vais mettre plus de temps, je vais être tout seul chez moi à travailler sur un outil. On m'aura peut-être un peu formé, je ne pourrai plus demander à mon collègue qui est à côté. Donc, je vais être performant un peu moins rapidement
que si j'avais été dans l'entreprise. Oui, c'est qu'on progresse très vite grâce à l'entraide des collègues bureaux d'à côté, Open Space. On va beaucoup plus vite que dans cette situation-là. C'est très intéressant ce que vous dites parce que on est, encore une fois, je répète souvent cette expression qui m'est souvent reprochée en régie, mais on est sur une ligne de crête, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop, avec ce qu'a indiqué Elisabeth Borne, sur les entreprises seront libres de fixer le nombre de jours télétravaillés. Mais vos chiffres, quand même, 30 à 35% des métiers sont télétravaillables. Ça veut dire que j'ai le sentiment que les entreprises vont quand même continuer à pérenniser ce télétravail. Alors, et donc l'intégration en télétravail. Il y a un sujet, en ce moment, moi j'ai discuté encore hier avec une personne qui me disait « J'ai le sentiment que les entreprises sont en train de revenir sur le télétravail et qu'il y en aura moins ». Moi, comme d'habitude, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aime bien parler avec des chiffres. 30-35% des métiers sont télétravaillables et cet essor va continuer. À mon avis, c'est une courbe qui va continuer d'augmenter, peut-être un peu moins rapidement que ce qu'on a connu dans les 18 derniers mois, mais on va continuer. On est à plus de 50% dans les fonctions cadres de métiers qui sont télétravaillables. Difficile de revenir en arrière. Difficile de revenir en arrière. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette étude, je crois que c'est OpinionWay pour Slack. 38% des répondants ont dit, si ma boîte me dit tu retournes 5 jours au bureau, je suis prêt à démissionner. Et on était à 57% sur les moins de 35 ans. Donc il y a un vrai sujet. Dernier chiffre sur le télétravail, 20 000, on est à un peu plus même, je pense qu'on est plus proche des 25 000 accords ça a progressé depuis. Qui ont été signés sur le télétravail. Je ne vois pas de retour en arrière sur le sujet, juridiquement, managérialement. Et dans ces accords, on est à un peu plus de 2 jours, 2 à 3 jours en moyenne de télétravail par semaine. C'est l'hybridation de 2-3 jours. L'histoire est en marche. L'histoire est en marche et justement, vous, Manufacture RH, votre entreprise, vous êtes obligé de vous adapter. C'est quoi les bonnes pratiques? Parce que j'imagine que vous apportez du conseil à ces entreprises qui disent je suis un peu au pied du mur là. Alors c'est notre rôle d'accompagner nos clients sur le sujet du télétravail et de cette intégration en télétravail. Quelques bonnes pratiques. Par exemple, moi je conseille toujours de mettre en place 30 minutes par jour pendant 3 semaines dans l'agenda du manager avec son collaborateur. Ces 30 minutes qui vont remplacer... On les sanctuarise à la même heure. 11 heures chaque jour. Peut être pas toujours simple, mais il faut le faire. Voilà, mais en tous les cas, on le sait. Et le collaborateur, il sait qu'il a ce moment avec son patron pour, à un moment donné, pouvoir échanger. La démarche du collaborateur en télétravail qui se dit « j'ai une question à poser à mon boss, il y a un truc que je ne comprends pas ». Quand on est au bureau, on passe une tête. Ouais, facile. J'adore cette image de passer une tête, c'est simple, on le croise dans le couloir. Excuse-moi, on peut se voir tout à l'heure. Là, c'est pas possible. Et donc, le collaborateur doit ou faire un mail ou appeler. Il est en période d'essai, il se met en position très très basse là en se disant je vais lui poser une question, je suis en période d'essai, je ne sais pas. Patron, je sais pas. Non, on a au moins ce moment à 11h tous les jours où on a ces 30 minutes, soit on refait le monde, soit on parle de sujets de fond, soit c'est le moment pour le collaborateur de poser ses petites questions. Autre bonne... Ça permet de le garder aussi. Ça évite que le collaborateur se sente en fragilité au point de se dire je m'en vais, je suis pas à la hauteur. Alors vous soulevez aussi un vrai sujet, Arnaud, un départ. Un recrutement raté, période d'essai. Cher. Il y a une étude qui a été faite pour un collaborateur qui gagne 3 000 € brut, c'est à peu près, ça coûte 45 000 €. Ok, donc on peut faire pendant 3 semaines ce petit exercice. Je pense que c'est bien pour tout le monde. On s'y retrouve financièrement. C'est aussi un chef d'entreprise. Après, il y a d'autres bonnes pratiques comme vraiment mettre en place le mentor, le parrain, le buddy, celui qui va pas être le hiérarchique et qui va pouvoir accompagner le collaborateur dans son intégration. C'est encore plus important, à mon avis, quand on est en télétravail, donner les codes de l'entreprise, le dress code, les petites choses avant qu'il ne commence et même après. Voilà, en autre bonne pratique, utiliser les 3 dernières personnes qui ont été intégrées en télétravail, les réunir autour d'une table et leur dire ok, retour d'expérience, qu'est-ce que vous avez apprécié et qu'est-ce qui vous a manqué. Et là on est dans un système d'amélioration. Là les RH prennent des notes là. Et oui, et là, ils se disent ça on l'a manqué. Et il faut les faire parler et qui donnent des idées de ce qu'ils attendent pour une meilleure intégration en télétravail. Dernière question avant de nous quitter, Flaubert. Pour se résumer, quand même, on a le sentiment que c'est une lame de fond, ce télétravail, et qu'il va falloir que tout le monde, vous d'ailleurs, accompagnez les entreprises à s'acclimater finalement à cette nouvelle forme de travail. Est-ce que c'est ça l'idée? Est-ce que de toute façon, quoi qu'il arrive, on va continuer, même lorsqu'on sera sorti de cette crise Covid? Et je l'espère. L'histoire est en marche.
c'est une lame de fond. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et je pense que les services RH, comme les cabinets de recrutement comme nous, qui ne font pas le travail de se poser la question, c'est peut-être une faute professionnelle. Moi, j'y crois. Je suis certain que voilà, on a passé vraiment un cap sur le télétravail. Et donc, il faut vraiment prendre en compte ce télétravail à tous les niveaux, y compris dans l'intégration. C'est à mon avis fondamental. Même comme lorsque la ministre Borne dit aux entreprises, elle avait plusieurs options sur la table, elle a tranché lundi, aux entreprises de choisir le nombre de jours télétravaillables. Est-ce que c'est bien finalement de donner les clés aux entreprises? Après tout, oui, elle le réclamait. Ben moi, je trouve ça très bien. À un moment donné, autonomie, c'est à l'entreprise de définir. On ne peut pas tout attendre d'un gouvernement. Il a fait les choses pendant la crise. Maintenant, les entreprises reprennent les rênes. Et on le voit d'ailleurs à travers les plus de 20 000 accords qui ont été signés. C'est bien que les entreprises reprennent les rênes et chacun s'adapte en disant chez moi, c'est 2, 3, 1 jour de télétravail. Je trouve ça très bien. Merci Flaubert Vullier d'être venu nous éclairer sur ce sujet qui n'est pas un petit sujet, qui est une lame de fond. L'histoire est en marche, nous a-t-il dit, fondateur de la manufacture RH. Merci de nous avoir rendu visite. Vous êtes Merci bienvenu Arnaud. Sur le plateau de Smart Job, évidemment. Tout de suite, Smart Coaching, c'est notre nouvelle rubrique. Comme son nom l'indique, un coach vient nous faire partager son expérience, sa méthodologie, des petits trucs pratiques. On accueille tout de suite Nina Bataille. Coaching avec Nina Bataille. Vous la connaissez, elle est venue présenter son livre il y a quelques semaines, avant les vacances. Ravi de vous accueillir sur le plateau dans cette rubrique destinée aux coachs. Merci. Des vertus de l'incertitude, trouver du sens et se réinventer dans un monde en pleine mutation. D'ailleurs, ça fait écho avec ce qu'on vient de se dire avec Flaubert sur ce télétravail, sur la dérégulation du travail. Vous êtes venu nous parler finalement de quoi? De la notion d'incertitude, de l'idée qu'on peut la dompter? Oui, certainement, on peut la dompter, on peut s'y habituer, on peut trouver des clés. Ça, c'est ce dont j'étais venue vous parler en juin, aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, vous avez 6 défis et un bonus. Ouais. On commence par le premier défi. Allez. C'est parti. C'est parti. Pour plus de sérénité à la rentrée, avec l'automne, les feuilles mortes, la pluie, la C'est quoi votre truc pour avoir la pêche pour cette rentrée? Alors, la pêche, c'est d'essayer d'être un peu moins sujet à la charge mentale. C'est ce que je vous propose. Alors, on est beaucoup à en parler, mais je vous propose des petites clés concrètes pour mieux traverser cette rentrée. C'est quoi vos petites clés? La charge mentale, on en parle beaucoup pour les femmes, mais les hommes aussi. Ah bah oui. Non, mais on l'a souvent évoqué pour les femmes qui faisaient le travail à la maison et au bureau. Les hommes l'ont. C'est quoi ces petites clés que vous nous proposez? Alors, pour éviter d'être saturé mentalement, je vous propose tout d'abord, alors je ne vais pas vous le faire forcément dans l'ordre, on fait dans le désordre. Allez-y. De petits jeux, en fait, c'est ludique. Ouais, c'est ça. C'est d'essayer de cloisonner au maximum, parce que les magiciens l'ont très bien compris, on n'est pas capable de faire 2 choses à la fois. Enfin, on est capable, et on fait tous 2 choses à la fois en permanence. Mais en fait, quand vous faites plusieurs choses en surface, vous faites rien en profondeur. Donc là, si j'étais sur mon téléphone portable en même temps que je vous réponds, forcément, je suis pas complètement dans les 2 choses. Donc, il y a des moments dans la journée où je vais le faire, mais dans les moments importants, c'est pas bien de le faire. Et puis, vous vous saturez mentalement parce que vous obligez votre esprit à vous focaliser, à vous défocaliser en permanence. Et c'est épuisant. C'est gourmand, en énergie. Donc, l'idée, c'est d'essayer de cloisonner ces journées au maximum. Alors, c'est pas possible tous les jours, ça, on est bien d'accord. Mais d'essayer d'avoir, je sais pas, 1 journée, 2 journées comme ça dans le mois où on a cloisonné, en anticipant, en se disant, par exemple, je vais me mettre dans un endroit fermé déjà, ou m'isoler avec un casque. Enfin, voilà, on essaye soit de fermer une porte, soit de s'isoler comme on se coupe un petit peu finalement de tout ce qui peut être des pollutions, quoi. Voilà. Déjà. Première chose. Non, mais il y avait une question parce que dans votre défi 1, il fallait que je vous pose une question que je trouvais hallucinante quand j'ai préparé l'émission. Oui. À votre avis, combien pèse un verre d'eau? Ah oui, je n'ai pas pris le verre d'eau, mais on peut faire comme ça. Mais j'ai trouvé ça incroyable, cette question. Alors, c'est toujours la même chose. Si je laisse mon bras comme ça pendant 1 minute, il ne va rien se passer. Si je reste comme ça 1 heure, c'est un petit picotement. Ouais, même avant d'ailleurs. Sans doute. Toute une journée, je vais être paralysée sans doute. Bien sûr. C'est la même chose avec tous les petits trucs qui vous polluent la tête. Moi, franchement, j'applique ça. Il faut essayer de cocher les cases de ce qu'on s'est mis sur sa to-do list au maximum, parce que plus vous gardez ça en tête,
plus ça pèse. Et c'est la même chose avec les discussions pas très agréables. Plus vous avez aux discussions pas très agréables rapidement, moins il y a d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le conflit initial ou le petit grain de sable. Bien sûr. Voilà. Donc, qui pollue le cerveau d'ailleurs. Voilà, c'est vraiment tout bête, mais je vous assure que c'est hyper efficace, ça marche très bien. Ça, c'était votre défi 1. Ouais, ça c'était le défi 1. En défi 2, le défi 2, c'est ce que j'avais commencé. Le cerveau multitâche, ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être en multitâche, et pourtant, on passe quand même de longues journées. Donc vous dites qu'il faut sanctuariser 1 à 2 journées pour libérer cet espace et laisser notre cerveau un peu comme un sportif finalement au repos. C'est ça. On est d'accord. Alors, au repos, c'est-à-dire on s'organise, on regroupe les tâches entre elles, parce qu'aller sur ses mails toutes les 2 minutes, ça c'est hyper gourmand en énergie, parce que à chaque fois, il va vous falloir quelques secondes à quelques minutes pour vous reconcentrer. Et on se déconcentre sur ce qu'on faisait. Voilà, c'est ça. Donc, vous perdez énormément de temps. Donc, arriver à regrouper, lire ses mails 3 fois ou 4 fois par jour, passer ses coups de fil en fin de matinée, puis peut-être aller marcher pour passer les coups de fil du soir en fin de journée, là, vous allez être moins... Et puis, faire des pauses. Faire des pauses, parce que si vous ne faites pas de pause dans une journée, vous êtes épuisé. Donc, l'idée, c'est de comparer. Vous faites une journée où vous regroupez et vous faites des pauses et vous vous dites à la fin de la journée... Comment je me sens. Bien sûr. Et puis, vous faites une journée où vous répondez à toutes les sollicitations, vous regroupez rien du tout, vous répondez à tout. Là, comment je me sens. Enfin, la réponse, vous l'avez. Moi, je l'ai. On est en miettes après la journée, on a répondu à tout, et dans l'autre, on est peut-être plus posé, on dort mieux, j'imagine. Sans doute. Dormir mieux, après, ça dépend de ce que vous faites avant d'aller vous coucher. Si vous êtes sur des écrans ou très actifs, l'endormissement est moins bon. Mais l'idée, c'est de donner envie aux gens d'avoir un peu plus de journées cloisonnées, etc., pour qu'ils tiennent mieux sur la durée et qu'ils traversent mieux l'automne. On arrive à votre défi 3, qui est la relation à l'énergie, que je trouve intéressant, parce qu'effectivement, comme tout salarié et tout être humain, on sent qu'il y a des moments où on a une grosse énergie, on est même en surénergie, puis il y a des moments où l'énergie est basse. Ça, c'est un vrai sujet pour la coach, c'est comment je peux réguler cette énergie. Oui, il y a des moments dans la journée où on est en énergie basse, par exemple. Alors, c'est intéressant de le repérer et éventuellement de ne pas avoir de réunions importantes dans ces moments-là. Par exemple, moi, après le déjeuner, souvent, je suis en énergie basse. Donc, j'essaye d'éviter d'avoir trop de réunions à ces moments-là. Si je n'ai pas le choix, je le fais, évidemment, le principe de réalité. Et on a la digestion, on a le petit coup de fatigue. Ouais, et voilà, et on a tous une chronobiologie comme ça. Donc, quand on arrive à la suivre, pas 100% du temps, mais un petit peu plus, on tient mieux sur la durée. Après, il y a des moments où on ne sait pas pourquoi, on est en sur-régime. Quand vous vous mettez en sur-régime, quand vous êtes un peu surexcité, pour faire simple, après, vous allez être en sous-régime. Automatiquement, c'est comme dans le sport. Ah bah oui. On crame de l'énergie, puis derrière, on a une chute. Et après, après, on rame. Donc, l'idée, c'est d'essayer de repérer peut-être 3 fois par jour, on n'est pas des robots non plus, ces moments-là, et puis de se dire, tiens, là, peut-être que je suis en sur-régime, je vais me faire un petit exercice de respiration pour redescendre. Une petite marche, vous évoquiez tout à l'heure une petite marche. Une marche, de la cohérence cardiaque, tout le monde connaît maintenant, franchement, c'est hyper efficace. Et puis, si je suis en sous-régime, alors on évite le café. Il y a des moments où on va en prendre, on est d'accord. Mais c'est pas une solution, en tout cas. Là, plus vous allez puiser dans vos ressources alors que vous êtes fatigué, plus vous allez vous épuiser. Et il y a un moment donné, ça s'appelle j'arrive au burn-out. Donc l'idée, c'est si je suis très très fatiguée et que je peux me permettre quand même dans cette journée-là de ne pas tout donner, je vais faire tout ce que j'ai à faire, mais je ne vais pas en faire plus. Je ne vais pas en faire trop. Donc en fait, je vais mieux tenir sur la durée. Les conseils que vous nous donnez, Nina, c'est aussi d'apprendre à se connaître. Oui, de s'écouter. C'est assez intéressant, c'est savoir qui on est vraiment, de s'écouter et de pouvoir ensuite jauger, contrôler un peu sa journée. Oui, s'écouter plus. Évidemment, on ne peut pas tout le temps s'écouter, mais plus se respecter vous permet de mieux tenir. Voilà. Défi 4, c'est de lâcher prise, et puis il est très lié, si je m'autorise, puisqu'il nous reste peu de temps, au défi 5, puisque j'ai très envie d'avoir ce bonus, évidemment. Moi, je suis très compétiteur. Fichez-vous la paix. Ah, oui, alors on est tous enfermés dans des scénarios qui nous viennent de l'enfance. D'accord ? C'est pas de notre faute, c'est l'éducation, voilà, au sens large. Pas forcément les parents. Bon, voilà. Et donc, il y en a 5. C'est Eric Berne, le père de l'analyse transactionnelle, pour le citer. Donc, il y en a qui veulent toujours faire plaisir. Alors, ils sont très agréables, ils sont très sympas, ces gens-là. Il y en a qui veulent toujours être parfaits. Un peu envahissant, peut-être, non ? Pas toujours. Non, ils peuvent être... Oui, peut-être. Et en même temps, ils sont très agréables. Il y en a qui veulent toujours être parfaits. Donc, ceux-là, voilà, on fait ce qu'on veut avec eux au bureau. Il y en a qui pensent que s'ils ne travaillent pas dur, ils ne peuvent rien obtenir dans la vie. Il y en a qui pensent qu'il faut toujours se dépêcher, il faut tout faire vite. Et puis, il y en a qui pensent qu'il faut être fort, il ne faut pas montrer ses sentiments, il ne faut pas demander d'aide. Alors, on appelle ça des croyances parce que tout ça, ça peut fonctionner. Penser que faire plaisir avec les autres, ça permet de lier
faire des liens, c'est vrai, mais c'est pas vrai tout le temps. C'est pour ça qu'on appelle ça des croyances. Donc l'idée, c'est d'avoir des antidotes quand on a l'impression de ressembler, et on est tous dans un ou plusieurs de ces scénarios-là, d'avoir des antidotes pour atténuer ces espèces de comportements qui nous mènent droit à la surchauffe. Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle, Nina. Je n'aurai pas droit au bonus. Le temps a été évidemment écoulé. Le temps s'est écoulé. Vous reviendrez nous faire le bonus la prochaine fois parce que les coachs vont se succéder et vous reviendrez régulièrement. Merci de nous avoir donné envie de prendre le temps et de pouvoir nous regarder un petit peu lorsqu'on est dans des journées dingues. Merci Nina d'être venue sur notre plateau pour Smart Coaching. Merci à vous. Tout de suite, on retrouve Fanny Griesmer pour sa célèbre pause café. La pause café, une pause café internationale aujourd'hui, Fanny. Je sais que vous aimez voyager. Oui, j'aime les sujets internationaux, j'aime me cultiver. On parle de la Chine, des États-Unis, parce que ça serait quoi, la fin du management toxique ? Presque, hein, vous allez voir, les lignes bougent et cela concerne bien sûr le travail. Un vent de révolte semble souffler sur l'autoritarisme, le management qui étouffe, qui épuise. Et on part tout de suite en Chine. En Chine, alors justement, le gouvernement chinois veut s'attaquer au management, alors c'est époustouflant, 996. Oui, ou 996. 996. Le management. C'est un code de service secret. 996, quasiment. Hein. C'est une méthode très largement en vogue, très, très utilisée en Chine, en particulier dans le secteur de la tech. Elle tire son nom des horaires de travail de 9h à 21h, 9-9. 6 jours par semaine, et on a le 6. En suivant ces horaires, on atteint assez facilement les 72 heures par semaine, bien loin des 35 heures à la française. Alors, c'est vrai que cela concerne dans les faits une foule de structures, au point de faire presque partie des mentalités. Une liste noire a d'ailleurs été publiée anonymement sur Internet, liste noire des entreprises chinoises, où le 996 ou 996 prévaut. 996, on va rester là-dessus. Une liste devenue virale, 140 noms, 140 sociétés montrées du doigt, parmi lesquelles la plateforme de vente en ligne Pinduoduo, le géant des jeux de vidéo Tencent, ou encore ByteDance, qui est à l'origine de la populaire application TikTok, des marques très connues, des très très grosses entreprises, des cadences infernales quand même qui interrogent, Fanny. Ah oui, imaginez de 9h à 21h, 6 jours par semaine. Alors ça semble plutôt surprenant que ça interroge dans un pays où globalement l'effort est culturellement encouragé, le repos vu comme un luxe. Mais ce rythme de travail effréné est largement remis en cause par ceux qui le subissent. On se rappelle, et je vous en avais parlé la saison dernière, de cette jeunesse chinoise particulièrement virulente sur les réseaux sociaux ces derniers mois, avec un mouvement devenu viral, le camping, vous vous rappelez. Et non pas le camping. Non, mais on n'est pas loin finalement, vous allez le voir. Littéralement, ça veut dire s'allonger à plat. Révolte discrète, tranquille et même couchée. Ce sont des jeunes qui restent toute la journée allongés chez eux et bien sûr qui se filment pour protester contre les horaires de travail insoutenables. Et ça a trouvé tout cela un écho dans les plus hautes sphères de l'État chinois. Oui, le gouvernement chinois qui vient récemment de qualifier d'illégal le 996, la Cour populaire suprême et le ministère chinois des ressources humaines et de la sécurité sociale, oui, ils ont un ministère, ils viennent conjointement de rendre une note pour tenter de mettre fin à ce modèle. Ils représentent selon eux une violation grave de la loi relative à la durée maximale du travail. Alors il faut savoir qu'en Chine, c'est 40 heures de travail par semaine, mais celle-ci peut être étendue, 3 heures supplémentaires par jour, dans la limite de 36 heures par mois. Ça fait quand même beaucoup, déjà. C'est très souple. Et ça doit être justifié par l'entreprise et en cas de circonstances assez particulières. Bon, les deux organes gouvernementaux chinois appellent les entreprises à clarifier avec leurs employés leurs droits, mais dans les faits, il y a de nombreuses entreprises qui avaient pris les devants et qui ont décidé d'elles-mêmes de mettre fin à ce modèle du 996, et particulièrement en ce qui concerne le week-end. On a arrêté les heures supplémentaires le week-end. Effectivement, ça donne un peu le vertige comparé aux 35 heures ou à ceux qui revendiquent la semaine des 4 jours en Europe et en France. C'est une tendance qui émerge aux États-Unis, Fanny, justement à travers TikTok. Et oui, ça se passe sur TikTok, une tendance lancée par une jeune employée de Walmart sur le réseau social. Octobre 2020, la jeune femme qui est employée dans un magasin au Texas, elle s'empare des haut-parleurs
haut-parleur du magasin et annonce qu'elle quitte son travail, proférant par la même occasion des insultes à l'encontre de son manager qu'elle juge toxique. L'annonce est bien sûr filmée, publiée sur TikTok où elle est vue plus de 35 millions de fois, largement relayée. Alors sa décision a encouragé bien sûr d'autres salariés à sauter le pas, c'est très étonnant, car depuis de nombreux TikTokers suivent le mouvement avec le hashtag #QuitMyJob et claquent la porte de leur entreprise en direct sur TikTok. Plus qu'un mouvement, en fait, il s'agit vraiment d'un phénomène. L'ensemble des vidéos publiées sous ce hashtag #QuitMyJob cumule près de 124 millions de vues. Ça attire les yeux, évidemment. Un phénomène quand même qui, par ailleurs, doucement, probablement, commence à émerger en France. Alors, plus doucement, et vous allez voir avec quelques différences. En France, les utilisateurs ne se filment pas forcément pendant leur démission. Plus prudent. Plutôt après, oui, visiblement, peut-être moins dans la dramaturgie et dans le scénario à l'américaine hollywoodien. En tout cas, ils se filment après pour partager leur expérience, prodiguer des conseils. Vidéos publiées sous le hashtag démission. Alors, on partage tout, mauvaise ambiance au sein de la société, absence d'évolution de carrière, absence de sens, manager toxique. C'est un peu le balance ta start-up version TikTok. En tout cas, ces néo-démissionnaires partagent sur la place publique leur ressenti sans se soucier forcément des conséquences que cela peut avoir. Et il ne faut pas oublier que la publication sur les réseaux sociaux de telles vidéos peut s'avérer néfaste, notamment pour de futures candidatures, parce que les recruteurs, on le sait, investissent de plus en plus TikTok pour passer des annonces, recruter, mais regardent aussi les vidéos. Et que forcément, si un recruteur tombe sur votre vidéo, c'est pas bon. Où vous êtes en train de proférer des insultes à l'égard de votre ancien manager, logiquement, il ne va pas forcément avoir envie de vous recruter. Et ça, il faut bien y penser. Faites la forte tête, évidemment, ça peut être dur pour trouver c'est compliqué. Un emploi dans la foulée. Merci Fanny de nous avoir fait partir aux États-Unis et en Chine avec ce fameux ministère en charge des ressources humaines. Et de la sécurité sociale. Et de la sécurité sociale, donc ça c'est effectivement une information. On les invitera peut-être dans l'émission en visio. Merci Fanny, on se retrouve demain évidemment. On fait une courte pause et juste après, Alain Griset dans un grand entretien, ministre en charge des PME, on va balayer évidemment à la fois le bilan de la stratégie économique du gouvernement, mais aussi tous les sujets qui sont sur la table, le PGE, évidemment le pass sanitaire, et puis la situation de certains secteurs économiques, le tourisme, la culture et des villes, Paris notamment, impactés par le manque de touristes. On fera le point juste après cette courte pause avec Alain Griset, ministre des PME. Le cercle RH sous forme de grand entretien aujourd'hui avec Alain Griset, le ministre en charge des PME. Merci Alain Griset d'avoir répondu à notre invitation. Alors, c'est une rentrée flamboyante puisque c'est vrai que les chiffres sont excellents. Le chômage est passé en dessous de 8%, 6% de croissance, de très bons résultats. Et puis d'autres sujets qui vous attendent parce qu'il y a des secteurs en souffrance, le tourisme, la culture. Il y a un débat ouvert sur le pass sanitaire, sur l'obligation de présenter ce pass depuis lundi. On fera le point avec vous. D'abord, quelques mots quand même sur la stratégie économique choisie par le gouvernement. J'ai écho les applaudissements de Bruno Le Maire lorsqu'il s'est présenté à l'AREF à l'hippodrome de Longchamp, des chefs d'entreprise qui l'ont applaudi. C'est une image assez forte. Est-ce que vous dites on a choisi la bonne stratégie, c'est-à-dire une aide massive, une nationalisation des salaires pour sauver le pays? Je pense qu'il faut toujours rester prudent et modeste. Mais néanmoins, sans aucun doute, la stratégie qui a été mise en œuvre par le président de la République, que nous avons mis avec Bruno Le Maire en musique, était la bonne. C'était quoi le choix? C'est de dire, naturellement, le sanitaire est essentiel, mais il faut, en parallèle, trouver des solutions pour soutenir les entreprises et aboutir au fait qu'on maintienne les entreprises en vie pendant la période difficile. Et elles ont tenu le coup. Pour qu'au moment de la reprise, nous puissions être en situation de voir une reprise très forte. On a fait un travail, de quasi de dentelle, secteur par secteur, pour regarder de quelle manière il fallait trouver les bons outils. Bon, il y avait fonds de solidarité, activité partielle, prêt garanti par l'État, cotisation sociale.
on a pris 40 décrets pour le Fonds de solidarité, c'est-à-dire qu'on l'a beaucoup adapté. Et c'est vrai, à l'heure où on se parle, globalement, l'objectif qui était le nôtre, de maintenir les entreprises, est atteint, puisqu'il y a même 30% d'entreprises en moins. Moins de défaillances. Moins de défaillances. Quand on les compare à l'année précédente. Dans une année à peu près classique. Absolument. Bon. Le fonds de solidarité, vous nous le confirmez, donc est prolongé jusqu'au 30 septembre, on est bien d'accord. Un mois gagné, parce qu'il y a eu des négociations, il y a eu des débats. Concrètement, le secteur du tourisme et de la culture, rentrons dans les secteurs où vous dites qu'il faudra continuer à les soutenir. Je pense au secteur du cinéma, je pense au tourisme à Paris, dans certaines grandes villes. On maintient les aides. Comment ça se passe là, très concrètement? Après le fonds de solidarité, donc après le 30 septembre, on rentre dans le dispositif frais fixes. C'est-à-dire que là, on est sur mesure par entreprise. Comme pour les entreprises de plus de, je crois, 10 millions de chiffre d'affaires. Plus d'1 million de chiffre d'affaires. Là, ça s'adapte. Il y avait déjà frais fixes. C'est ça. Pour ceux qui ont plus d'1 million, et il y avait 5 secteurs qui étaient déjà en dessous d'1 million. Et là, vous le proposez. Là, on le généralise et on dit voilà, on regarde les frais, on regarde le chiffre d'affaires. Et pour ceux qui ont moins de 50 salariés, on prend 90% de la différence. Plus de 50 salariés, 70%. Donc ça, c'est un dispositif que l'on met en place octobre-novembre avec une voiture, c'est ça, pour regarder ensuite à la revoyure de la façon dont ça va se passer. En fonction des secteurs. Et puis derrière, il y a, je crois, un élément extrêmement important. C'est qu'il y a certains secteurs qui peuvent s'interroger sur leur modèle. Regardez s'il faut accompagner une transformation. Vous pensez à quel secteur en particulier? Par exemple, l'événementiel, peut-être le cinéma, je ne sais pas, en partie le tourisme. Demain, je suis avec Jean-Baptiste Lemoyne dans l'Allier pour qu'on regarde de quelle manière proposer au Premier ministre, au Président, la façon dont le tourisme doit pouvoir éventuellement évoluer pour une reconquête du tourisme. Sur l'événementiel, on voit bien qu'il y a une vraie compétition dans les pays européens pour les grands salons et autres. Donc, de quelle manière, avec tout ce qui est numérique, on doit pouvoir évoluer ou pas. Le cinéma, il faut voir avec les acteurs, mais aujourd'hui, on voit bien qu'il y a... C'est le cas de le dire. Oui, vous avez raison. Mais il y a aussi des populations qui se disent, après tout, est-ce qu'on reste dans notre salon, on regarde le film sur les plateformes, ou est-ce qu'on va au cinéma? Vous soulevez un vrai sujet d'ailleurs, qui est un sujet qui dépasse le ministre des PME. C'est de se dire, est-ce que le cinéma se regardera au salon sur des plateformes américaines pour la plupart, ou est-ce qu'on continuera à produire du cinéma en salle, produit en partie par des productions françaises? C'est un vrai sujet. Oui. Et il n'est pas réglé d'ailleurs, ce sujet. Mais non, parce que cette crise sanitaire, en réalité, a accéléré les transformations, a modifié les comportements. On parle quelquefois du télétravail, on voit bien que sur le tourisme d'affaires, moi qui suis lillois, les TGV Lille-Paris, c'était 22 par jour. Réduit. Double TGV, double niveau. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de responsables qui, au lieu d'aller à Paris pour faire une réunion de 2 heures, la réunion de 2 heures, on l'a fait en visio. Et donc ça modifie en profondeur. Économie pour l'entreprise, gain de fatigue aussi pour le cadre qui n'a pas à se déplacer. Tournons-nous vers le volet santé, parce qu'il y a un vrai sujet qui vous est posé, il est sur la table depuis lundi. Pour les salariés ayant contact avec du public, évidemment, il y a obligation de présenter le pass sanitaire. Alors, la SDI, que vous connaissez très bien, le syndicat des indépendants avec lesquels vous discutez, entre autres, disent, là, au moment où je vous parle, on est dans un angle mort juridique, puisque l'employeur ne sera pas en mesure de pouvoir licencier, et je reprends le communiqué de la SDI, aucune faute ne saurait être retenue pour absence du salarié, pour non-présentation de son passe sanitaire. Est-ce qu'on est dans un angle mort? Comment on s'en sort? Peut-être allez-vous m'expliquer qu'il n'y a aucun conflit dans les entreprises et que tout se passe bien. Non, tout d'abord, je pense qu'aujourd'hui, le débat qui consiste à dire est-ce que le passe sanitaire est un bon outil pour, permettre aux entreprises de fonctionner, je pense que le débat est clos, puisque on se rend bien compte qu'avec les taux d'incidence que nous avons depuis quelques mois, le delta, au-dessus de 200, on est arrivé à 600, 800, pour 100 000 habitants, sans le vaccin, on serait en confinement. Je le précise, pour ceux qui contestent éventuellement le pass sanitaire, moi j'ai dit aux restaurateurs. C'était ça l'alternative, vous fermez les rideaux? Oui. Oui, s'il n'y avait pas le vaccin, s'il n'y avait pas le pass, dans la même situation il y a un an, on fermait
les activités économiques. L'activité, là, les restos sont ouverts. Le choix qui a été fait, le président l'a quand même fait depuis le mois de janvier. On n'a pas eu de confinement depuis le mois de novembre. Quand on compare avec beaucoup de pays, il y a beaucoup de pays qui ont reconfiné, qui ont refermé, pays européens, l'Allemagne, la Belgique, les Britanniques, les Luxembourg et autres. Bon, nous, on n'a pas confiné. On a eu des périodes où il y a eu le couvre-feu, mais il n'y a pas eu de confinement. Et là, on a une activité économique qui est à hauteur de 99%, grâce au pass sanitaire. Il reste un peu de chômage partiel encore, mais c'est à la marge. C'est beaucoup diminué. Donc, il y a première chose, je pense qu'on peut toujours émettre des avis pour ou contre, mais en tout cas, concrètement parlant, le pass sanitaire démontre son efficacité. Et l'angle mort juridique, parce que c'est soulevé par des professionnels. Ensuite, le pass sanitaire s'applique aux salariés là où le pass sanitaire est exigé pour les clients. Hein la procédure est aujourd'hui, je veux dire, assez connue. Le salarié qui ne pourrait pas justifier d'un pass sanitaire. Je rappelle, le pass sanitaire, c'est ou le vaccin ou les tests. Bien. Le salarié qui ne peut pas justifier, il y a la procédure classique d'entretien avec l'employeur qui va essayer de le convaincre, en tout cas. Il a déjà commencé, j'imagine. Il a déjà travaillé avec. J'imagine. Si jamais il y a persistance du salarié qui ne peut pas justifier d'un pass sanitaire, à ce moment-là... Qu'est-ce qui se passe ? Il y a une mise à pied. Une mise à pied, il peut avoir jusqu'à 2 mois. Alors, dans le premier temps, on peut prendre des congés, on peut aller en formation. Et ensuite, on suspend le salaire dans la mise à pied. Suspension de salaire pendant 2 mois. D'accord. Et vraiment, au bout de ce processus, ça veut dire au bout de 3 mois, 3 mois et demi, 4 mois, il peut avoir une procédure de licenciement. Juridiquement, c'est possible. Écoutez, naturellement. Parce que ce qu'indique là le SDI, il dit, je les ai vus. Hein, oui, vous avez rencontré. Mais il est possible que les prud'hommes contestent la légitimité du licenciement. Bon, comme tout licenciement. Bon, mais dans l'absolu, un salarié qui ne respecte pas les règles pour venir au travail pourrait, à terme, être licencié. Alors, je voudrais vous faire entendre, parce que, évidemment, il faut préciser que vous êtes un ministre qui avait beaucoup travaillé, à la fois sur le terrain et pour recevoir tous les secteurs, tous les professionnels. C'est un travail titanesque que vous avez mené, parce que c'est l'expression du travail en dentelle. Écoutez Romain Vidal, vous le connaissez, parce qu'il est au GNI, donc Groupement National des Indépendants Restaurateurs Hôteliers, et il est revenu sur un point sur notre plateau, et j'aimerais vous le faire commenter, les fameux 5% annoncés par Bruno Le Maire, en disant, mais à peine la relance est-elle arrivée, qu'on a eu une plus 5% dans la restauration. Lui, il conteste ce chiffre, il dit qu'il y a un recul dans certaines régions de 20%, et j'aimerais avoir votre sentiment et votre analyse. Écoutez-le. Les 5% annoncés par Bruno Le Maire, c'est la consommation de cartes bleues, l'utilisation des cartes bleues dans les restaurations entre 2019 et 2021. Donc c'est forcément une augmentation, parce qu'avec la crise du Covid, vous utilisez la carte bleue sans contact, vous utilisez votre titre restaurant qui est beaucoup plus utilisé, beaucoup plus fléché vers la restauration. 38 €, hein. Grâce au déplafonnement, 38 €. Grâce à l'utilisation dimanche et jour férié. Donc nous utilisons tous notre carte bleue beaucoup plus souvent. Donc c'est normal qu'on soit à plus 5% d'utilisation de la carte bleue. Et les plus 5%, je dirais même que c'est une mauvaise nouvelle, puisque justement avec la crise du Covid et l'utilisation du titre restaurant dématérialisé, l'utilisation du carte bleue sans contact, on devrait être à beaucoup plus en 2 ans. Ça montre bien qu'il y a eu le passage de la crise. Nous, les statistiques qu'on a obtenues auprès de nos adhérents et auprès des non-adhérents, c'est grosso modo en France, il y a une baisse de 20% du chiffre d'affaires de la restauration. Ça, c'est un point intéressant. Je précise que Romain Vidal est par ailleurs à la tête d'une brasserie à Paris, parce que c'est un point très important, et qui est une brasserie qui accueille majoritairement des touristes et évidemment quelques habitués. C'est intéressant ce qu'il dit. Nous, dans notre profession, on est à moins 20%, et je reviens sur ma première question. Ça dépend des régions, parce que dans le littoral, en montagne et dans les zones un peu touristiques françaises, ça a cartonné, mais il parle de moins 20. Est-ce que vous validez ce chiffre ? Est-ce que la situation n'est pas aussi rose qu'on le dit ? Tout d'abord, M. Vidal ne contredit pas ce que dit Bruno Le Maire. Bruno Le Maire a dit les choses très clairement. Il a dit « je me base sur les éléments chiffrés que j'ai de dépenses carte bleue ». Bien. Et donc on a toutes les semaines les volumes de carte bleue par secteur d'activité, par territoire. Bien. Et que globalement, au niveau national, il y a plutôt une augmentation. Bon, ça, c'est un chiffre. Globalement, il y a un chiffre. Mais néanmoins, nous l'avons dit lors de la réunion que nous avons eue lundi avec les représentants professionnels, nous savons bien. On vit aussi, nous. On voit bien ce qui se passe. Nous savons bien qu'il y a des différences très importantes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait maintenant les frais fixes. Parce qu'on n'est plus dans un fonds de solidarité qui s'applique massivement à tout le monde, un peu les yeux fermés. On est sur des aides qui vont être données à ceux qui pourront justifier
de la perte de chiffre d'affaires. Vous vous engagez à accélérer les procédures parce qu'il y a une inquiétude des chefs d'entreprise qui disent cette méthodologie, on la valide, mais c'est souvent très long, il faut justifier, il faut passer par son comptable, il faudra aller vite. Ça, c'est un sujet quand même. Mais naturellement, il y a une différence, c'est vrai, évidente entre fonds de solidarité. Je rappelle qu'au fonds de solidarité, par exemple, oui, c'est pas la même méthodologie. Celui du mois de novembre, ouvert le 4 décembre, nous avions payé 650 000 entreprises le 27 décembre. C'était de l'automaticité. On n'est pas en situation de pouvoir faire pareil avec frais fixes. Parce que là, il faut des justificatifs, il faut des documents. Ce que nous avons dit avec Bruno Le Maire, c'est que nous avions demandé à la direction des finances publiques, à DGFiP, de trouver pour les plus petites entreprises un processus qui soit simplifié. Souple, oui, facile. Voilà, simplifié. Bien sûr. Un peu moins de documents, il faudra toujours une certification du commissaire aux comptes, mais plutôt que de compter en mois, pour payer, on comptera en semaines. Bon, alors que pour le fonds de solidarité, on comptait en jours. En jours. Donc c'est vrai, et ça c'est sera très plutôt pratique. en semaines, mais vous comprendrez bien qu'on est aussi sur de l'argent public. Et que le gouvernement ne peut pas faire n'importe quoi, qu'il y a des contrôles qui sont légitimes, la Cour des comptes, et que nous devons être certains que ceux qui demandent ces moyens financiers justifient la réalité des besoins. Situation contrastée, juste un focus sur Paris, parce que je sais que vous regardez attentivement Paris. Je pense à des hôteliers indépendants, je pense à des restaurateurs qui, pour beaucoup, vivent du tourisme et qui aujourd'hui ne voient pas de tourisme. Est-ce qu'il faut des aides spécifiques pour Paris ou des villes où les commerçants vivent principalement du tourisme? Bon, d'abord, nous savons bien Comment faire? Nous savons bien qu'à Paris, il y a cette spécificité touristique, d'un tourisme en plus très important pour les hôtels, pour les restaurants, les Chinois, les Américains, les Anglais, aujourd'hui qui n'est pas là. Bon. Et par contre, on sait très bien aussi que sur le littoral, en montagne, ça a même progressé. Oui, il y a des augmentations de 30-40% quelquefois. Bien. Donc, le dispositif frais fixe, il est tout à fait adapté à ça, puisque le frais fixe fait du sur-mesure, entreprise par entreprise. Et à l'intérieur d'un même secteur, aujourd'hui, c'est ça un peu. À partir d'octobre, on est bien d'accord. Oui, il y a encore un mois de fonds de solidarité. Voilà, il y a une des difficultés que nous avons aujourd'hui. Enfin, si le terme difficulté n'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, c'est qu'il faut faire des dispositifs à l'intérieur de secteurs, dans des territoires qui ne sont pas gérés de façon identique. Et donc, on voit bien que la restauration, de façon globale, ne peut pas être gérée. C'est vrai. Pareil sur le littoral, pareil en montagne, pareil qu'à Paris. Et dans Paris même, j'irai plus loin, dans Paris même... Il y a aussi des contrastes. Il y a des contrastes extrêmement importants. Je ne vais pas raconter ma vie, mais la semaine dernière, je peux encore me permettre de promener à pied un peu librement. Quelle joie. Ce qui est bien. Ouais, c'est bien. Je suis allé faire un tour à Saint-Germain, un soir. Les terrasses étaient pleines. Oui, mais il y avait quelques restaurants dans lesquels il n'y a pas beaucoup de monde. Pourtant, sur un sont périmètre... pas dans les guides touristiques. Ils sont dans les guides touristiques. Très restreint, périmètre. Mais il y avait 2-3 restaurants dans lesquels il n'y avait pas grand monde. Et puis, il y avait quelques restaurants où il y avait 50 mètres de queue dans la rue. De file d'attente. Les effets de mode, évidemment. Donc, voilà. Mais ça, permettez-moi de le dire, ça a toujours existé. Je ne suis pas tout à fait un perdreau d'années dans l'économie. Ouais. Mais moi, j'ai bien connu, dans une même rue, oui, ça c'est vrai. À Lille, 2 coiffeurs, un qui plein, travaille très bien vide. et un vide. Non, mais j'insistais sur le fait que pour certaines grandes villes, les hôteliers soutenus par des groupes qui sont dans des groupes hôteliers peuvent traverser une crise. Les indépendants, les hôteliers indépendants, on le sait, ils ont une baisse de 70% de leurs activités et c'est très difficile. Sans aucun doute. Focus quand même, on évoque une dette globale de 400 milliards d'euros. Les aides ont été de 240 milliards d'euros. C'est le chiffre qui a été arrêté. Quel montant cumulé des mesures de soutien des 6 entreprises, tout confondu avec ce que vous évoquiez. Et puis, il y a un débat qui va arriver très très vite, parce qu'on est entré en campagne présidentielle. C'est le débat des PGE. Ici, sur ce plateau, des chefs d'entreprise qui, sans hésiter d'ailleurs, nous disent, moi, mars 2022, c'est pas possible. C'est pas possible parce que je suis en train de refaire ma trésorerie. J'ai sauvé mes salariés, mais si on me demande dès mars 2022 de payer, je ne pourrais pas. Qu'est-ce qu'on fait avec ces PGE? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les transforme? Est-ce qu'on oblige les chefs d'entreprise à régler l'addition? Comment on fait? Mais je suis très à l'aise sur le sujet parce que j'ai déjà pris position depuis plusieurs mois sur le sujet. Bon, d'abord, expliciter les 240 milliards, c'est 80 milliards d'aides directes, pas de remboursement, subventions, fonds de solidarité,
cotisation sociale, activité partielle, 35 milliards et 10, et 160 milliards de prêts. C'est ça. Dont 140 milliards de PGE. Première chose... Garantie par l'État, il faut le dire. 90%. Voilà, garantie par l'État à 90%. 90%, l'État garantit auprès des banques, c'est prêt garanti par l'État. D'abord, on s'est adapté pour les PGE. C'est vrai. Puisque dans un premier temps, c'était une année de différé. On est maintenant à 2 années de différé. Qui fait que les premiers prêts devraient pouvoir être remboursés à partir d'avril 2022. Ceux qui ont commencé à faire des prêts en avril 2020. Ceux qui ont commencé en juin, ça serait sont repoussés. Mais enfin, ceux qui sont déjà au pied du mur dès avril ou mars... Ça peut être une difficulté, d'autant plus que le fait d'avoir 2 ans de différé, c'est un prêt qui rentre dans les cases des règlements européens, qui était limité à 6 ans. Donc ça veut dire que 6 ans, 2 ans de différé, il reste 4 ans pour rembourser, souvent 25% de chiffre d'affaires. J'ai dit à plusieurs reprises que je considérais que ce n'était pas suffisant en délai. Donc il y a 2 éléments. Premier élément, est-ce qu'au regard du fait qu'il y a eu ce nouveau variant et qu'on a de nouveau une difficulté sanitaire, on peut ou pas décaler la date de début du remboursement? Donc plus avril 2022. Est-ce que c'est possible ou pas? En tout cas, c'est sur la table, ce sujet. Ça peut être sur la table. Et deuxième chose, est-ce que c'est possible, en tout cas moi je le souhaite, qu'on puisse dire non, 4 ans ça ne va pas suffire, on met 6 ans, on met 8 ans, permettant à chacun de voir... D'étaler la dette. Oui, et puis surtout d'être dans un environnement de sérénité. Vous savez, la politique qui a été menée, c'est une politique de soutien à l'économie. On a mis en œuvre... J'ai dit nationalisation tout à l'heure, vous ne m'avez pas contredit. Non, mais... Temporaire. On a soutenu l'économie. Et on a aussi soutenu les salariés. Hein, bien sûr. Les emplois. Les emplois et les salariés. Bien, c'est pas pour abonner tout le monde comme ça d'un seul coup, alors qu'on aura payé pendant 1 an et demi, et leur dire... Et prendre à la gorge un chef d'entreprise. On va tirer l'échelle et maintenant c'est terminé. Donc on a montré, je pense, c'est pas du blabla, on a montré concrètement la capacité qu'on avait dans ce gouvernement de s'adapter au fur et à mesure des situations. Il n'y a pas de raison qu'on change et on trouvera les moyens de pouvoir ne pas laisser tomber ceux qui sont en difficulté. Dernier point, je ne voudrais pas qu'on l'oublie, un sommet social à Matignon. Le Premier ministre consulte les syndicats. Alors, les syndicats sont assez vent debout contre le pass sanitaire, expliquant que, en tout cas, je pense à Force ouvrière, à la CGT, bien sûr, d'autres syndicats restent plus modérés, mais quand même. Et puis, il y a un débat sur les augmentations de salaire. Vous avez vu, c'est monté à l'occasion d'un échange entre Bruno Le Maire et le patron du MEDEF sur l'idée que les salaires pourraient augmenter. Alors, c'est vrai que Geoffroy Roux de Bézieux a très vite rétro-pédalé en disant « j'ai pas dit que les salaires devaient augmenter partout, j'ai dit qu'ils devaient augmenter que dans certains secteurs où il y avait une tension et qu'on ne trouvait pas dans... » Est-ce que vous soutenez cette initiative? Vous êtes à la tête ministre des PME. On voit une pénurie de salariés. Les chefs d'entreprise disent « je ne trouve pas de salariés ». Est-ce que c'est une solution que, dans ces secteurs sous tension, on augmente les salaires? D'abord, vous voyez comment les choses évoluent très vite. Moi, j'ai vu le virage à partir du 15 juin. Avant le 15 juin, la plupart des entretiens qu'on avait, c'était comment on trouve des solutions pour nous aider. Oui, c'est vrai. Ça a muté dans le discours et dans le... Là, on cherche des salariés. Considérable. À partir du 15 juin, il y avait 2 sujets. Il y a toujours 2 sujets. Les matériaux. Pénurie de matières premières. L'augmentation et la pénurie. Et deuxième chose, on ne trouve pas de personnel par rapport à nos besoins. Et pas seulement dans... café, hôtel, restaurant. Non, tout à fait. Un peu partout. Un peu partout, c'est exact. Néanmoins, on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de chômeurs. Il y a encore beaucoup trop, même si on n'a pas augmenté le nombre de chômeurs. C'est quoi, c'est 400 000, 500 000 postes à pourvoir, là? Voilà, c'est ce qu'il dit. C'est l'échelle. Mais en tout cas, ce n'est pas anecdotique. Bon. D'où la réforme de l'assurance chômage, vous allez me dire. D'où la réforme de l'assurance chômage au 1er octobre, qui est indispensable. Et ensuite, mécaniquement, je dirais, il y a certaines entreprises, pour obtenir des salariés, qui seront amenés à avoir des propositions financières. Non, mais j'entends le ministre qui dit les entreprises individuellement peuvent faire l'effort. Mais est-ce qu'il faut un discours, je dirais, politique porté par le gouvernement pour dire faites un effort, nous souhaiterions que... À partir du moment où c'est possible pour l'entreprise, parce que moi je suis en charge des petites et moyennes entreprises. Je sais très bien qu'une entreprise dans laquelle il y a 1 ou 2 salariés n'a pas toujours la marge possible pour augmenter fortement les salaires. Donc je suis assez prudent par rapport à ça. Mais quand c'est possible, et d'ailleurs ça se fait très souvent, vous savez, il y a
un exemple qu'on peut prendre en considération, ce qui est appelé la prime Macron. Vous savez, les 2 000 € de fin d'année. La plupart de ceux... Défiscalisés, faut-il le préciser. Défiscalisés, mais la plupart de ceux qui ont fait la prime Macron, c'est les petites entreprises. Ça veut dire que quand c'est possible... Elle a bien marché, cette prime, d'ailleurs. Oui, mais l'employeur le fait. Pourquoi ? Parce que d'abord, il a une relation avec son salarié qui est telle que... et s'il peut permettre à son salarié de mieux vivre, il le fait. Bon, maintenant, quand c'est pas possible, c'est pas possible. Mais tant mieux. Si l'activité économique fonctionne, donc, ça permet de donner du pouvoir d'achat supplémentaire. Et puis on nous dit que la relance est là. Donc la relance est là, l'économie va bien, dit-on. Il faut aussi que les entreprises aient des marges. Qu'elles aient des marges pour pouvoir les distribuer et faire partager le fruit de la croissance. Un dernier mot qui est très important, parce que je le redis, cette campagne présidentielle, cette période souvent met sous cloche les sujets importants et sensibles. Certains considèrent qu'avec près de 400 milliards de dettes à rembourser, les taux sont très bas, on le sait, d'une manière ou d'une autre, un jour les impôts vont remonter. Est-ce que sur ce plateau, vous nous dites qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts, comme a pu le dire Elisabeth Borne et d'autres ministres? Est-ce que vous nous le dites, vous nous le confirmez? C'est un sujet éminemment sensible, parce que les chefs d'entreprise vous disent peut-être que l'IS qui baisse n'augmentera pas, mais on aura des taxes indirectes pour essayer de récupérer cette dette. Qu'est-ce que vous leur dites? Permettez-moi de dire que ce n'est pas 400 milliards de dettes françaises, hein. Non, c'est 3 000 milliards. C'est 400 milliards en plus. En plus, oui, mais la dette globale, elle est de 3 000 milliards. Voilà. Elle est cumulée depuis 30 ans. Je sais bien, mais elle existe. Elle existe, elle est là. Et elle s'est effectivement augmentée au regard de la crise sanitaire. Vous savez, nous avons pris un engagement, le président de la République l'a dit. D'abord, il y a une baisse des impôts, impôts de production, dans le plan de relance, 10 milliards. Impôts, je veux dire, sur les sociétés qui baissent. La taxe d'habitation. C'était prévu ça depuis long terme. Oui, mais ça se met en œuvre. La taxe d'habitation pour les particuliers. Et donc la stratégie est la même. L'idée, c'est de ne pas baisser les impôts, c'est pas de ne pas augmenter les impôts, pardon, de les baisser. Et l'idée, c'est de dire que la croissance va nous permettre de rembourser cette dette. La chance que nous avons en France, c'est que cette dette, elle est sur le très long terme. On la fait rouler, comme on dit. Sur le très long terme, on la rembourse. On la rembourse sur le long terme et la croissance nous permet de rembourser. Notre croissance nous le permet. Là, on a un chiffre de plus 6, qui est un excellent chiffre, mais il faut évidemment le matiner par rapport aux chiffres que l'on avait pendant la crise Covid. Suffisant pour justement réussir, grâce à ces chiffres de croissance... si on faisait plus 6 pendant 10 ans, pendant 15 ans, là, bien sûr. Ça roule. Bon, enfin, D'où l'idée, d'où l'idée quand même. On n'a pas toujours eu une croissance suffisante. D'où l'idée, grâce au plan d'investissement, d'être dans une situation où on va générer plus de croissance. Qui arrive, qui est arrivé. Oui, mais on va générer plus de croissance. Donc on est là sur un modèle vertueux, de dire qu'en réalité, on a investi en faisant l'accompagnement qu'on a fait, et dans l'avenir, c'est un investissement, parce que de toute façon, vous savez, l'autre hypothèse, c'est de dire l'État n'aurait pas accompagné les salariés, n'aurait pas accompagné les entreprises. Aujourd'hui, on le paierait très cher. Bien sûr. On le paierait très cher. Et ça nous coûterait sûrement plus cher que la dette qu'on a générée. C'était le calcul originel. Tout à fait. Et donc maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on puisse générer de la croissance avec des modèles qui vont s'adapter, qui vont se transformer, et surtout avec une économie dans laquelle les entreprises sont présentes. Parce que c'est ça aujourd'hui. On va commencer à récolter les fruits de ce qu'on a semé pendant 1 an et demi. Les entreprises sont là. Il faut générer de la croissance. Il faut transformer certains modèles. Parce qu'effectivement, il y a des évolutions, et grâce à ces transformations, grâce à l'investissement, on va générer une croissance qui va nous permettre de rembourser cette dette. Merci Alain Griset d'être venu sur le plateau de Smart Job, d'être venu nous faire un point de rentrée. On suivra de près évidemment vos travaux, et puis toutes les négociations, vous venez dans un travail de dentelle, dans les secteurs qu'on évoquait, la culture, le tourisme, et puis vous êtes dans l'Allier demain, avec Jean-Baptiste Lemoyne pour parler tourisme. Peut-être, c'est un très beau département qui a peut-être besoin d'exister sur le plan touristique. Merci d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, pour terminer notre émission Fenêtre sur l'emploi, on s'intéresse aux lettres de motivation. C'est tout de suite. Fenêtre sur l'emploi avec Pauline Lahari. Bonjour Pauline. Bonjour. Ravi de vous retrouver parce que vous étiez venue dans la saison 1 nous présenter votre livre et puis votre plateforme sur les CV, manager et dirigeante de MyCV Factory. Alors vous avez sorti un livre qu'on avait commenté assez longuement dans le livre de Smart Job. Là aujourd'hui on ne parle pas des CV parce que vous êtes aussi une experte des lettres de motivation. J'ai envie de dire l'un ne va pas sans l'autre. CV, lettre de motif, c'est ce qu'on vous demande souvent. Qu'est-ce qui fait qu'une lettre de motif, je dis motif parce que c'est l'expression que tout le monde utilise, qu'est-ce qui fait qu'une lettre de motivation est réussie ?
On va dire qu'une lettre qui est réussie, c'est une lettre qui va vous ressembler. Vous allez pouvoir vraiment dire qui vous êtes. Je pense qu'aujourd'hui, on en a marre des blablas, on en a marre des lettres qui passent partout. On a besoin finalement de se recentrer sur qui on est vraiment. Et en fait, on a besoin de savoir, voilà, vous êtes de quel type de personnalité, est-ce que vous prenez des initiatives, est-ce que vous êtes chaleureux, enfin, vraiment du vocabulaire. Le vocabulaire qu'on emploiera, ce sera plutôt des soft skills. Avant de vous dire que j'aime écrire et que je pense que je serais incapable d'écrire une lettre de motivation, quelle doit être la passerelle, le lien? Comment on doit faire écho entre CV et lettre de motivation? Parce que j'imagine que l'un complète l'autre. Absolument. En fait, dans le CV, ça va être assez factuel, dans le sens où on va bien sûr décrire les expériences qu'on a eues et on va vraiment y insérer les réussites, les accomplissements. En petit, c'est-à-dire qu'on va avoir quelques accomplissements, mais par contre dans la lettre, c'est vraiment là-dessus qu'on va s'appuyer pour prouver sa compétence, pour prouver sa qualité. En fait, une lettre de motivation, c'est une lettre de démonstration de qualité. La partie, je dirais, diplôme, technique, hard skill, c'est le CV. Ouais. Et tout ce qu'on est, je dirais, un peu dans son âme, pour utiliser des mots un peu littéraires, ce sera plutôt la lettre de motivation. Quelles sont les erreurs à ne pas commettre dans les lettres de motivation? Je ne sais pas, une manière trop relâchée, un tutoiement Absolument. Alors ça, c'est un peu les basiques, bien sûr. Hein. Le tutoiement, le ton employé, parfois ça peut faire défaut. Familier, par exemple. Exactement. Les fautes d'orthographe, il y en a quand même beaucoup. Mais le défaut majeur qu'on voit souvent, c'est des lettres très très longues, en fait, et on perd vraiment l'intérêt du lecteur au cours de la lettre et on n'a plus envie de lire la suite. Donc vraiment, une lettre synthétique est vraiment très très importante. Synthétique, c'est quoi? C'est pour ceux qui suivent un tout petit peu les lignages, c'est 1500 signes, c'est un feuillet, c'est quoi? Alors sur une page Word, on va plutôt parler en page Word, ça va être une moitié de page Word par exemple. Une moitié de page Word, qui fait 1000 signes, 1500 signes, pas plus? Je ne saurais pas vous dire en signes, mais c'est vraiment assez court. Assez synthétique, oui, assez court. Fanny Griesmer nous disait quelque chose qui m'a interpellé hier dans sa pause café. Elle s'appuyait sur un chercheur et elle nous disait que une phrase très forte, c'était « je veux ce poste ». Est-ce que dans la lettre de motivation, on peut aller jusqu'à terminer son courrier, cette lettre, par « je veux ce poste ». Est-ce que c'est aller trop loin? Pourquoi pas? Tout dépend de la culture de l'entreprise. Je pense que ce n'est pas forcément à faire dans des grands groupes assez causés, assez standards. Alors qu'en start-up, si on s'adresse par exemple à la fondatrice ou fondateur, on peut le faire. Permettre ce genre de choses. Donc tout dépend de la culture de l'entreprise, du poste visé. Si c'est des grands postes au management et tout ça, je pense que c'est un peu moins bien vu. Voilà, il faut savoir doser et savoir harmoniser aussi en fonction de là où on va. Vous qui conseillez, parce que votre plateforme conseille tant sur les CV que sur les lettres de motivation, qu'est-ce qui est le plus rédhibitoire? Une mauvaise lettre de motivation, un CV qui ne tient pas la route? J'ai le sentiment que c'est quand même d'abord le CV qu'on regarde en premier. Oui, c'est d'abord le CV parce qu'on va d'abord s'assurer qu'il a toutes les qualités attendues pour le poste. Après, on va aller regarder la lettre, voir comment elle est construite, comment le candidat a organisé sa pensée. Ça reste un exercice un peu compliqué. Et c'est là où on voit aussi le niveau du candidat, le niveau intellectuel du candidat. Ça veut dire que on a souvent plusieurs CV équivalents, diplômes équivalents, écoles équivalentes. La lettre de motivation, c'est celle qui peut faire la différence. Oui, exactement. On va dire que si on a le choix entre 3 candidats et que la lettre de l'un d'entre eux ressort vraiment par rapport à celle des autres, on prendra celui-ci. Alors, Pauline Lahari, vous n'allez pas me dire le contraire, puisque vous faites du conseil grâce à votre plateforme MyCV Factory, mais elle est utile vraiment cette lettre? Je parle là aujourd'hui au XXIe siècle, alors qu'on est dans des communications par SMS, qu'on envoie des messages sur LinkedIn. Il faut la faire encore cette lettre ou pas? En fait, oui. Ça fait un peu vieille école, ça fait un peu 20e. Non, pas forcément. En fait, ce qui fait 20e, c'est la vieille école, c'est les lettres mal construites et vraiment trop blablateuses. Je pense qu'aujourd'hui, une lettre bien construite, on se dit waouh, ah ouais, lui, ça envoie, c'est vraiment top et c'est ça qu'on cherche. Donc c'est vraiment, si on se dit que la lettre est has-been, alors c'est que c'est une mauvaise lettre. Je pense que quand on veut vraiment sortir de l'eau, on se donne les moyens de faire une lettre super, droite au but, avec vraiment tout ce qu'il faut dedans, tout le vocabulaire qu'il faut, l'approche qu'il faut. Et là, en fait, ça nous parle tout de suite en tant qu'entreprise. Vocabulaire et aussi du vocabulaire, vous nous le dites, vous nous le redites, sur la personnalité. Oui. Il faut savoir, donc c'est très compliqué, parce qu'il faut être capable de se définir. Exactement. Et sans en fait, mettre de poncif. C'est un exercice qui sera très utile pour l'entretien derrière aussi. On va s'appuyer sur cette lettre, comme je vous le disais dans la lettre, je suis quelqu'un de très mobile ou de très
après j'aime les voyages, enfin je ne sais pas. Il faut quand même éviter les poncifs, vous êtes d'accord? Enfin, espèce de, on est tous sympathiques, bienveillants. Il faut personne ne dira je suis méchant et horrible. Bien sûr, il faut sortir du lot, il faut éviter le vocabulaire un peu trop vu et revu, donc essayer d'innover un peu aussi sur le champ lexical. Mais alors aussi, on ne va pas non plus réinventer complètement une personnalité. On peut aussi partir de l'offre et voir sur l'offre qu'est-ce qui est attendu, quelles sont les qualités qui sont attendues, et ensuite voir si je les ai, et si je les ai, quelle chance, il faut vraiment s'appuyer dessus. Merci Pauline Larry d'être venue nous rendre visite, dirigeante et fondatrice, manager de MyCV Factory. À la fois c'est un livre, mais c'est aussi du conseil pratique sur cette plateforme concernant la fameuse lettre de motivation. J'en tremble à l'idée d'en écrire une. Merci d'être venue sur notre plateau. Merci à vous, merci à Fanny Griesmer, merci à toute l'équipe, merci à Margot Ruot, merci à notre réalisateur, merci à Amanda pour le son, évidemment. Merci à vous qui nous regardez et qui réagissez sur les réseaux sociaux. Je serai là, évidemment, demain pour un nouveau numéro de Smart Job. Bye bye, à demain.